Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour à vous et bienvenue, nous sommes en direct sur Radio Lac car nous sommes jeudi, entre 14h et 15h, nous parlons économie, à moins que vous ne soyez en train de nous regarder sur One TV, multidiffusé et sur onetv.ch. Naturellement, l'économie, elle est large et l'économie n'atteint pas le nombre des années puisque nous allons parler association estudiantine, comment galvaniser les étudiants, des éléments de réponse. Dans cette émission, nous allons également nous envoler avec Aeria Plus. Aeria Plus qui est une association qui est très proche de l'aéroport de Genève. On en reparlera. Est-ce qu'elle vole de ses propres ailes, cette association? Là encore, nous le verrons un peu plus tard dans cette émission. Avant de vous présenter notre première invitée, qui est autour de cette table? Bonjour Nathalie Hardin. Bonjour Benjamin Smadja. Directrice du département politique de la CCIG. La CCIG qui va recevoir bientôt un séminaire. L'OMC à l'épreuve des tensions géopolitiques. Sacré programme. Et oui, parfois on oublie que Genève est quand même un centre de commerce international avec le siège de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis aussi, nous sommes un canton fort exportateur. Effectivement, le 22 mai, entre midi et 14h, nous organisons en collaboration avec le Forum suisse de politique internationale un séminaire au cours duquel nous donnerons la parole à l'ambassadeur Didier Chambovet qui représente la Suisse auprès de l'OMC et de la l'AELE sur le thème de l'OMC à l'épreuve des tensions géopolitiques. Quel avenir pour la coopération multilatérale commerciale? Effectivement, dans ces temps difficiles, troubles, de guerres, de crises diverses et variées, de problématiques monétaires aussi, eh bien, le commerce mondial est un peu à la peine, même si il pourrait se reprendre un peu en 2023. Donc, c'est important de pouvoir faire le point et nous vous donnons l'occasion à tous et à toutes de venir le faire avec nous le 22 mai. Le 22 mai sur la pause de midi entre 12 et 14h. Les informations évidemment sont sur le site de la CCIG car oui, c'est quand même bien fait tout cela. Oui. Et notre premier invité, je vous l'ai promis, le voici. Parlons économie sur Radio Lac. 3 minutes pour comprendre. Bonjour Thierry, bonjour. Bonjour Monsieur Smadja. Merci d'être avec nous, vous êtes formateur à l'IFA. Je vais déjà vous demander de vous rapprocher un tout petit peu de votre micro, on vous entendra encore mieux. Qui sont les chefs de projet? C'est la question qu'on va se poser avec vous parce que c'est presque une denrée rare aujourd'hui, les chefs de projet ou pas? C'est une denrée rare, effectivement. Les chefs de projet sont très recherchés. Ils sont recherchés pour leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience. Ils sont recherchés pour, bien sûr, conduire des projets informatiques. On les recherche aussi dans le domaine de la construction et aussi beaucoup dans le domaine du transport public. Alors, pardon de vous poser la question comme ça, mais c'est quoi un chef de projet? J'ai l'impression qu'on gère tous des projets, finalement, dans notre quotidien. Le mot projet est assez galvaudé aussi, mais les chefs de projet sont des gens qui sont capables de conduire le projet pour en atteindre les objectifs, c'est-à-dire qui sont capables de mener de bout en bout le projet depuis le moment où quelqu'un donne des objectifs jusqu'au moment où on donne le produit du projet à des utilisateurs, par exemple. D'accord, vous me rassurez, parce que je me suis dit, dans 5 ans, on aura les chefs de projet de trouver la bonne date pour la séance qu'on va faire, quoi. Justement, on a l'impression que tout est projet. Donc là, pour bien comprendre, c'est une vision en fait extrêmement globale de quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui est au carrefour de tous les autres services? C'est quelqu'un qui, effectivement, doit travailler dans le domaine multidisciplinaire. Il doit réaliser un produit avec des spécialistes qui ont des métiers et des cultures différentes. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va pouvoir conduire tous ces gens pour atteindre un produit de projet. Mais ça peut être extrêmement organique, j'imagine, dans une entreprise. On ne dit pas du jour au lendemain, maintenant, je t'adoube chef de projet. Une fois qu'on a des responsabilités et qu'on doit avoir cette vision plus large, on le devient, non? C'est une fonction. Alors, tous les chefs de projet ont bien sûr un métier à la base, et puis c'est une fonction qui souvent est donné à un spécialiste en lui disant tu vas conduire le projet. Donc la première fois, il le fait souvent de manière intuitive, de manière instinctive, comme on l'a tous fait. Et ensuite, il va dans un centre de formation comme l'IFAGE et il va suivre une formation de manière à acquérir les gestes techniques, les méthodes, les outils qui lui permettront de mieux conduire encore son projet. Alors justement, c'est ça qui est essentiel, c'est de se rendre compte que à ce moment-là, on a besoin d'une formation complémentaire et pas de dire bon ça va, tu sais faire, tu fais ça depuis 10 ans. Non, on a besoin d'outils supplémentaires. Est-ce que parfois un employé peut également dire à son patron là, il me faut une formation? C'est
très souvent, ce qui se passe, c'est l'employé qui s'aperçoit à un moment donné que, par ses lectures aussi, et peut-être aussi par ses erreurs, qu'il a besoin, au fond, de donner beaucoup plus de crédibilité à ce qu'il est en train de faire, et ça le rassure aussi lui-même. Et c'est quelque chose qui, j'imagine, est aussi important. On parle beaucoup dans cette émission de formation continue, de choses comme ça, sur le papier, d'avoir le stempel chef de projet. Alors, comme le chef de projet n'est pas quelque chose qui est protégé, il y a des systèmes de certification et l'IFAGE a effectivement toujours ce souci de l'employabilité, donc de faire reconnaître les formations par des systèmes de certification. Certification qui prouvent que la personne, le titulaire, a les connaissances, voire l'expérience, ce qui est rassurant quand on va confier de l'argent, quand on va confier des jours personnes sur ce chef de projet. Ça représente bien, j'ai le sentiment, l'emploi au sens large aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on avait son métier, on faisait son métier, on pouvait changer d'entreprise, mais on faisait toujours le même métier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus transversal. Je crois que c'est un peu la définition aussi du chef de projet. Il doit effectivement travailler de manière transversale, surtout que lui ne connaît pas tous les métiers dont il va, à un moment donné, avoir besoin dans son projet, puisqu'il travaille avec des spécialistes. Donc, il doit avoir une ouverture d'esprit qui lui permet de discuter avec des gens qui font tout simplement pas le même métier que lui et qui ont leurs propres besoins. Justement, je vous prends un exemple qu'on a déjà évoqué dans cette émission. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, est-ce qu'on va le sensibiliser à la question de l'énergie renouvelable, de toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément son cœur de métier à la base? Quand vous dites « on », ça dépend tout des... C'est plutôt vous, en fait. Ça dépend tout des objectifs de projet. Il est certain que si l'objectif il y a lié à l'environnement ou au développement durable, ce qui est le plus souvent le cas, eh bien, il est normal que le chef de projet tienne compte tout simplement des exigences qui lui sont données, y compris environnementales, économiques ou autres. On continue de s'intéresser à tout cela parce que la formation continue, c'est important. Vous me le précisez, il n'y a pas d'âge pour être chef de projet. Il n'y a pas d'âge pour être chef de projet, effectivement, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec l'âge, les projets qui sont confiés sont de plus en plus complexes. Alors autant bien connaître sa formation, effectivement. On continue d'en parler dans un instant sur Radio Lac, sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Qui sont les chefs de projet? Question que nous continuons de poser à Thierry. Bonjour, vous qui êtes formateur à l'IFAGE, institut bien connu à Genève. Alors, si l'on va sur le site internet de l'IFAGE, on vous voit d'ailleurs en vidéo parler d'une formation en gestion de projet. Il y a un gestion de projet 1 TUV. Je vois un brevet fédéral d'électricien, chef de projet. Il y a combien de formations alors pour être chef de projet? Il y a beaucoup de formations pour être chef de projet, mais il y a des niveaux de certification différents. Il y a un premier niveau, vous l'avez cité, qui est chef de projet junior, TUF, donc qui est une certification. Le certificateur, c'est le nom du TUF. C'est des gens qui ont appris les connaissances techniques de la gestion de projet, tout ce qui est planification, tout ce qui est analyse des risques, tout ce qui est qualité. Il y a un deuxième niveau de cours qui est donné, qui est alors, au fond, pour concourir à une certification IPMA, qui est une certification de chef de projet international, où on ajoute tout ce qui est compétences comportementales, gestion des conflits, le travail en équipe. Et puis, on a encore d'autres niveaux supérieurs, ce qu'on appelle IPMA, C, B et A, qui sont donnés plus spécifiquement dans les entreprises, parce que c'est effectivement le dernier niveau, le niveau A. Ce sont des directeurs de portefeuille de projet. C'est un accompagnement totalement personnalisé pour arriver à la certification. Alors, en fait, il y a une graduation par rapport à ça. Sans forcément aller sur ce dernier niveau dont vous venez de nous parler, ça prend combien de temps? Parce qu'on travaille à côté, on veut cette formation en plus. Un cours du premier niveau, c'est 24 périodes, donc en 6 soirées. On donne les moyens aux personnes, nonobstant le fait qu'ils ont aussi un peu de travail à faire entre deux, pour pouvoir les réviser devoirs, quand même un peu, mais effectivement, en 6 soirées, ils peuvent être prêts aux examens et on y arrive parfaitement bien. Le deuxième niveau, c'est de nouveau une 25 périodes, donc de nouveau 8 soirées environ, pour arriver à ça. Maintenant, on essaye de faire des formations qui sont adaptées. C'est pour ça qu'on les fait en présence, mais on les donne aussi à distance le soir. Les gens préfèrent des fois éviter un certain nombre de trajets ou rester plus chez eux. Et on le fait encore dans une troisième forme, ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire que les gens font de l'auto-formation et ils ont des ateliers de travail pour ancrer au fond tout ce qu'ils ont connu. Et avec ces différentes prestations, l'IFAGE arrive vraiment à former beaucoup
de gens et d'arriver à des très bons résultats en termes de résultats de certification. L'IFAGE assurant aussi le fait que les intervenants soient eux-mêmes certifiés. Il serait quand même un tout petit peu dommage d'apprendre à conduire avec quelqu'un qui n'a pas le permis. Donc, après avoir donné le cours, il suit le cours. Ouais. Donc, effectivement, ça, c'est aussi une spécificité et c'est une chose qui est extrêmement positive. C'est un message aussi important envoyé aux recruteurs parce qu'aujourd'hui, on peut écrire chef de projet parce qu'on a déjà piloté des projets, mais de dire aux recruteurs, pensez à avoir quelqu'un qui a un papier. On l'écrit beaucoup, mais par contre, effectivement, le système de certification n'est pas toujours bien maîtrisé par les services qui s'occupent des offres d'emploi des ressources humaines, ce qui est tout à fait logique. Ils ne peuvent pas connaître non plus tous les systèmes. Mais comme les certifications sont publiées sur des sites des certificateurs, c'est aussi très facile pour les personnes des ressources humaines d'aller effectivement vérifier si la personne a bien le niveau qu'elle prétend avoir. En politique, il y a beaucoup de projets. J'espère qu'ils sont toutes et tous de bons chefs de projet. Mais Nathalie Hardin, vous qui êtes directrice du département politique de la CCIG, je vous sentais vouloir réagir au propos de Monsieur Bonjour. Oui, je voulais réagir au-delà de la formation de chef de projet, mais pour laquelle j'aurais quand même une question. On sait qu'on va manquer de personnel en Suisse dans les années qui viennent, que la formation professionnelle, la formation continue va prendre de plus en plus d'importance. Et par rapport à ce type de formation, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment se passe le financement. Enfin, est-ce que les personnes viennent toutes seules et elles payent leur formation, ou bien est-ce qu'elles sont envoyées par leur entreprise qui participe financièrement, ce qui voudrait dire que les entreprises sont sensibilisées au fait que leur personnel doit monter en puissance en termes de compétences aussi c'est aussi un moyen de garder le personnel. Et je précise, avant de vous laisser répondre, qu'on est entre, pour être précis, 847 francs et 1400 francs en fonction de la formation désirée. Les deux cas sont probants. En tout cas, à l'IFAGE, il y a des entreprises qui sont désireuses d'élever le niveau de maturité en gestion de projet de leurs employés. Donc, ils vont envoyer des gens et financer ces cours dans des cours justement où il y a plusieurs personnes. Puis il y a d'autres entreprises qui vont financer aussi, mais qui vont faire les cours en interne parce qu'ils veulent aussi adapter à leur propre façon de voir les projets. Et puis il y a beaucoup de gens alors qui viennent en individuel, qui le payent eux-mêmes, qui payent aussi leur certification, tout simplement pour favoriser leur employabilité. Et ça, c'est hautement louable et c'est surtout les clés du futur, de garder toujours l'œil ouvert sur ce qui doit se faire. Et donc, je fais une certification de chef de projet, j'ai ça, et je l'ai sur mon CV, mais au-delà de mon CV, j'ai vraiment donné la preuve que je savais faire. C'était intéressant, puisque chef de projet, comme on l'a dit, ça peut s'appliquer dans tout type de situation, donc d'avoir des outils qui seront toujours efficaces et valables. C'est aussi l'intérêt de cette formation, j'imagine. Et puis une certification a ceci de différent par rapport à une reconnaissance académique, c'est qu'elle a une échéance. Ça veut dire qu'après 3 ans ou 5 ans, suivant les types de certification, vous êtes obligé de reprouver, non pas avec un examen, mais tout simplement avec votre parcours, que durant les 5 ans, vous avez fait, par exemple, je prends mon propre cas dans IPMA, je dois prouver que durant les 5 dernières années, j'ai fait 175 heures de formation. Non pas que j'ai donné cette fois, mais que j'ai pris 175 heures, ce qui représente quand même 4 journées par année. C'est valable dans beaucoup de métiers. Mais la certification permet à un mandant de dire « je veux un chef de projet de ce niveau-là, mais je sais qu'il a effectivement le parcours et l'expérience ». Je vous rassure, pour l'instant, l'évaluation se passe bien. Thierry, bonjour. Est-ce que vous aviez encore une question, Nathalie Hardin ? Non, c'est tout bon. Moi, j'en aurais quand même une, puisque c'est finalement une nouvelle approche aussi du travail avec un T majuscule. Le travail en projet. Oui. Pour les plus jeunes, non, mais pour des gens qui ont... moi, je ne suis plus tout frais, donc ce que j'ai appris s'applique un petit peu moins aujourd'hui, non ? J'ai l'impression, en tout cas, que les systèmes de certification existent en Suisse depuis maintenant 23 ans. En Suisse romande, on a intégré IPMA il y a 23 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant, on ne faisait pas du projet, mais la reconnaissance n'était pas aussi valorisée, premier point. Et puis, peut-être que le mot projet était un tout petit peu plus galvaudé. Il existe une norme, ISO 21500, pour ne pas la nommer, qui explique exactement dans 158 pays ce qu'est un projet, quelles sont les définitions. Et ça c'est pas que les projets sont nouveaux, mais on a mis des mots sur des choses qui existaient déjà. Vous êtes Thierry Bonjour, formateur à l'IFAGE. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus.
Bonjour Jean-Marc Probst. Bonjour. Vous êtes président d'Aéria+. Bonjour Éric Simonin. Bonjour. Vous en êtes le secrétaire général. On va parler aéroport, aviation, Aéria+. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Aéria+, c'est une association qui vise à promouvoir et défendre la place d'une infrastructure aéroportuaire performante qui soit au service de l'économie régionale. Donc, ça passe par plusieurs objectifs qu'on défend. C'est avant tout représenter les besoins de l'intérêt dans ce domaine-là, donc dans le domaine qui est lié au transport aérien et plus particulièrement à l'aéroport de Genève. C'est veiller à ce qu'il y ait une desserte qui corresponde aux besoins de l'économie. Et avant tout, c'est porter le message que l'économie a besoin de cette infrastructure et de cette connectivité avec le monde entier pour pouvoir en fait tout simplement mener à bien ses activités. C'est une association ou c'est un lobby pour dire les choses ? C'est un peu des deux. Encore une petite précision, dans le R, il y a romande, donc on parle bien sûr de Genève, mais on parle aussi des autres cantons romans et puis de la France voisine. Donc on place aussi de Sion, de Payerne, de la Blécherette en termes de place aéroportuaire. Parce que l'aéroport attire évidemment des gens de tous les cantons. D'ailleurs, on parlera des CFF dans quelques minutes. Pour être concret, lors de mes dernières vacances, j'ai attendu 1 heure pour mettre mon bagage en soute. Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est pas vous. On n'a rien à voir là-dedans. D'accord. Alors, en revanche, ce qu'on essaie de je range faire... mes doléances alors. Non, mais par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est se placer comme une interface entre les entreprises qui sont des utilisatrices de l'aéroport et l'aéroport de Genève. Donc, jouer aussi ce lien qui a besoin de communiquer en fait sur les besoins des entreprises et les infrastructures qui peuvent être offertes, des services aussi par Genève Aéroport. Alors, comment va l'aéroport et tout ce qu'il y a autour de l'aéroport, hein, parce que je le rappelle, vous êtes une association qui défendait l'aéroport, vous n'êtes pas l'aéroport. Tout se passe très bien en ce moment. Il y a une reprise post-Covid inattendue. D'ailleurs, si vous avez attendu une demi-heure, j'ai attendu 57 minutes. 1 heure 1 heure, à moi 57 minutes. Alors, on était dans la même file d'attente. Mais à Zurich, dimanche passé, et d'ailleurs, en partant jeudi vers Rome, depuis Zurich, la personne qui était, que j'ai interpellé à la sécurité m'a dit, ça fait 15 ans que je travaille ici, j'ai jamais vu une situation pareille. La queue pour la sécurité allait jusque dans le hall d'enregistrement des bagages. Et ça, c'est une bonne chose. Alors oui, c'est une bonne chose. Une reprise si rapide, personne ne l'avait imaginé. Elle a quand même maintenant 1 année derrière elle, mais il y a une croissance qui continue. Et les problèmes aujourd'hui, c'est plutôt la disponibilité du personnel, la disponibilité des avions, les retards que certaines compagnies, malheureusement, doivent accuser par rapport à la livraison de nouveaux avions, leur pose des problèmes parce qu'ils ont prévu des horaires et puis ils sont en manque d'appareils pour assumer tous les vols qu'ils ont prévus. Alors on est très content quand une entreprise fonctionne bien, encore plus quand elle rayonne autant que l'aéroport de Genève. Cependant, une reprise post-Covid, ça veut dire aussi le retour de la pollution, du bruit, toutes ces choses que dénonçaient déjà les riverains avant le Covid. Comment vous voyez ça ? Alors c'est vrai, précisons quand même que la reprise qu'on a eue en 2022, on n'est pas encore tout à fait au niveau de 2019 en ce qui concerne Genève Aéroport. On était à 14 millions de passagers l'année passée alors qu'on était à 17 ou 18 en 2019. Donc on n'est pas encore tout à fait au chiffre de 2019, mais on y tend. Et pour ce qui est des nuisances, c'est vrai que c'est une problématique qu'on doit traiter. On a eu aussi des progrès qui sont notoires avec les avions de nouvelle génération, donc les avions de classe 4 et 5, qui sont en fait des classifications en termes de nuisances qui sont faites par les constructeurs aériens. Et en 2022, on avait 90% des mouvements qui ont été effectués sur l'aéroport de Genève qui ont été faits par des avions qui sont justement les plus performants en termes de classe de bruit. Donc il y a quand même des progrès de ce côté-là. Il y a aussi le programme d'insonorisation qui est fait par l'aéroport de Genève, qui est financé par les taxes aéroportuaires que payent les compagnies aériennes. Donc il y a quand même des efforts pour essayer d'atténuer les nuisances et rendre ça aussi tolérable pour concilier justement le fait qu'on a un aéroport qui est très proche du centre urbain, mais qui doit quand même continuer à servir la population et puis les entreprises de la région. C'est ce qui fait sa force également, hein, finalement, d'être aussi proche. Bon, je vais tout de suite vous parler alors du sujet qui fâche comme ça c'est fait. Les CFF qui ont annoncé l'horaire 2025, qui, je vais synthétiser, éloignent l'arc jurassien de Genève et donc de son aéroport également. Ça, j'imagine que ça ne vous réjouit pas. Pas du tout. En fait, ça montre la complexité. Nos opposants nous disent à l'emporte-pièce pour
partir de Zurich, il faut prendre le train à Genève et se rendre à l'aéroport de Zurich. Et les CFF, en même temps, diminuent de moitié le nombre pour les 10 prochaines années, le nombre de trains entre Genève et Zurich. En disant Donc, que ça ira mieux après, mais sauf qu'entre-temps, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et non, ça montre la complexité du discours par rapport à l'écologie. Et moi, j'aime bien répondre aux gens qui nous font des reproches sur le bruit, sur tous ces aspects de durabilité. Oui, on vous a entendu. C'est pas qu'on va rien faire. Et même au contraire, on a déjà commencé. Les compagnies aériennes achètent des avions moins polluants. Il y a toute une panoplie de choses qui ont déjà été faites. Mais on les évoque trop peu, et Aéria Plus est là pour ça. Il y a des choses qui sont en cours, et bien sûr, ça va s'accélérer. Donc, oui, les horaires, nouveaux horaires CFF, auxquels Aéria Plus a pris position et a écrit que ce n'était pas souhaitable. Donc, peut-être on peut s'attendre à une adaptation de la part des CFF. S'il n'y a pas d'adaptation, ça veut dire quoi? En termes purement économiques, les gens vont dire, bon, aller à Genève, s'il faut changer à Renan, ça m'arrange pas, je vais plutôt aller à Bâle, à Zurich... vers d'autres aéroports, c'est le risque? Oui, c'est sûr que ça diminue l'attractivité de Genève Aéroport pour une partie des entreprises et des populations, notamment de l'arc jurassien, qui ne bénéficieront pas d'une ligne directe. Donc il y a cet impact-là. Et puis c'est vrai que plus largement, c'est la desserte, disons, de la région qui est irriguée par ces chemins de fer qui permettent d'amener la population, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, depuis l'aéroport jusqu'aux entreprises, jusqu'au foyer des gens. Donc c'est sûr que c'est regrettable. Et puis il y a cette diminution des lignes directes vers Zurich, qui également, dans le cadre du report modal qui est prôné, on voit qu'en fait, il y a un décalage au niveau du timing, avec une offre qui se réduit. Et la ligne aérienne Genève-Zurich, qui par ailleurs permet aussi de connecter 90% des passagers avec des destinations qui sont plus lointaines, donc c'est beaucoup des correspondances aériennes. Mais on voit que cette liaison elle reste importante pour servir de complément, disons, au rail. On va continuer de parler de tout cela dans quelques instants sur Radio Lac, sur One TV. C'est Parlons Économie. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Aéria Plus vole-t-elle de ses propres ailes? On parle donc de cette association avec son président Jean-Marc Probst et son secrétaire général Éric Simonin. Ça fait quoi, messieurs, d'être toujours, d'une certaine manière, dans le conflit? Parce que l'aéroport, il y a toujours des gens qui sont contre. À tort ou à raison, on ne va pas faire le débat ici, mais finalement, il y a plus de problèmes que de solutions avec l'aviation, ou je dis une bêtise? Je me permets de Monsieur le Président. Mais je me lève en faux contre cette affirmation, parce qu'effectivement, on donne beaucoup la parole aux opposants, mais il y a de très nombreuses personnes qui apprécient de pouvoir se déplacer en avion. Un sondage a été fait en France récemment auprès des jeunes entre 18 et 34 ans. Sondage Ipsos. Alors la France, c'est pas la Suisse, mais à Genève, on peut quand même se permettre de dire qu'il y a une certaine influence culturelle. Et là, les résultats sont étonnants. Le titre, pour partir, les jeunes privilégient la voiture et l'avion pour partir en vacances. Alors c'est clair, on n'est pas encore dans notre monde à nous, d'Aéria Plus, le monde économique. Mais quand même, dans les résultats de ce sondage, on voit que la majorité des jeunes de 18 à 34 ans vont se déplacer comme leurs parents, en voiture et en avion. Et quand je dis la majorité, c'est plus des 2/3. Donc quelque part, non, le monde de l'aviation, et heureusement, est encore bien vivant. Mais quand je parle des difficultés, je vais vous prendre un exemple très concret. Je vais revenir sur mon histoire de valise parce que je partais à New York. Ouh là là, c'est pas bien, j'ai pris l'avion. Ok, je suis parti en vacances. J'ai regardé, depuis Genève Aéroport jusqu'à New York, il y a en vol direct 21 vols par semaine. Je vous parle même pas donc des vols avec escale. Donc on peut faire évidemment moins de vols, mais ça veut dire moins de personnel, ça veut potentiellement dire des licenciements. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut autour de tout ça? La question, c'est faire moins de vols, ça serait comment? Comment est-ce qu'on déciderait de faire moins de vols si les gens en ont besoin, les entreprises ont besoin de voyager, les gens en ont envie également? Est-ce que c'est pas le rôle des compagnies aériennes de répondre à cette demande, et également des infrastructures aéroportuaires qui, dans le cas de Genève, dépendent de l'État, vu que c'est un établissement public autonome? Je crois que leur rôle, c'est avant tout de répondre à ce besoin-là. Mais si je peux me permettre, il y a une dimension politique à votre question. Effectivement, ou bien on va dans un monde de décroissance, mais les modèles économiques que nous connaissons vont plutôt vers la croissance. Sinon, on est tous
très certainement en train d'entrevoir une diminution de notre qualité de vie. Et si on est dans un modèle de croissance, eh bien, il faut en assumer, je dirais, les avantages, mais aussi les petits désavantages. Et je ne vois pas comment on peut dire aux gens demain, nous avons profité des dernières décennies pour rouler, pour aller en vacances à l'autre bout du monde, mais vous, alors la prochaine génération, s'il faut vous serrer la ceinture, tout ça c'est fini. C'est un discours qui, je m'excuse, que moi je ne peux pas tenir. Peut-être un complément, c'est que si peut-être demain on voyagera plus au niveau du monde, au niveau de notre région, il faut qu'on voyage plus, mais en polluant moins. C'est ça l'enjeu finalement. On voyage mieux. Il faut qu'on voyage mieux, et les compagnies aériennes, dans le cadre du transport aérien, ce qui nous intéresse aujourd'hui, elles font quand même des efforts qui sont considérables. Elles investissent dans les biocarburants. C'est le cas avec la compagnie suisse. Par exemple, quand on achète son billet, on peut choisir de payer un peu plus cher pour avoir une part de biocarburant qui soit utilisée dans le vol qu'on consomme. Et énormément de compagnies proposent des certificats également de compensation carbone avec des investissements dans des projets qui permettent de capter du carbone. Parce que c'est clair qu'à l'horizon 2050 ou dans les 20 ou 30 prochaines années, c'est sûr que le transport aérien va continuer à polluer, à émettre du CO2. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour compenser cela, pour arriver à la neutralité carbone en 2050, qui est un objectif qui est partagé par le secteur aérien avec IATA, qui est l'Organisation internationale des compagnies aériennes, qui s'est engagée vers cet objectif et qui compte l'atteindre par ses différents moyens. Avec notamment l'hydrogène, par exemple. Pour avec l'hydrogène. Moi, je suis très provocateur à propos des réductions de CO2. L'homme tire du sol de la Terre chaque jour, hier, aujourd'hui, demain, depuis des décennies, et ça va en augmentant, et l'année prochaine, ce sera plus que cette année, qui est déjà plus que l'année passée, 100 millions de barils de pétrole, chaque jour. Voilà. 3 pays, les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite, font la moitié, 50 millions de barils sont sortis de la Terre. Si vraiment il y a une volonté, et ça c'est un challenge, de diminuer les émissions de CO2, il faut diminuer l'extraction de gaz et de pétrole. Et ça c'est un challenge. Et moi je dis aux jeunes activistes, il ne faut pas vous coller les mains sur le pont du Mont Blanc qui est ici en photo, il faut aller à Washington, il faut aller à Moscou et il faut aller à Riyad. Et ça donne du sens. Et expliquer qu'on va produire moins de pétrole. Et là, l'enjeu peut-être serait réalisable. Parce que le problème du CO2, une fois qu'on a sorti le pétrole et le gaz de la Terre, il va être consommé, on ne peut pas le stocker. Donc c'est très provocateur. Mais ça montre bien que l'enjeu est beaucoup plus important que ce qu'on l'imagine encore. On va terminer avec un retour véritablement à Genève et un salon qui aura lieu entre le 23 et le 25 mai autour de l'aviation d'affaires. Preuve que c'est une composante qui est très importante pour Genève. Oui, absolument. C'est une composante du tissu économique. Ça participe aussi à la prospérité qu'on a en Suisse romande et à Genève en particulier. Et c'est un salon qui va se tenir à Palexpo avec 10 000 visiteurs, 400 exposants. Et là, ça regroupe vraiment les constructeurs et les entreprises et les particuliers qui sont clients de cette aviation d'affaires, qui joue un rôle de niche, mais qui répond à un besoin et qui crée une économie aussi qui fait la particularité de Genève et de la Suisse romande. Et de la Suisse romande, arc jurassien compris, n'en déplaise au CFF. Voilà, Éric Simonin, vous êtes le secrétaire général de Aéria Plus. Jean-Marc Probst, vous en êtes président et provocateur en chef. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment galvaniser les étudiants? Des éléments de réponse avec Adrien Coudray, Kosonogov, bonjour. Bonjour. Et Nada Netwali, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes respectivement responsable B2B et présidente de l'AIESEC. Qu'est-ce que c'est que l'AIESEC? Alors, l'AIESEC, c'est une organisation internationale dirigée par des étudiants et des jeunes à but non lucratif, consacrée au développement du leadership chez les jeunes et en lien avec la promotion des échanges culturels. Le but, c'est de promouvoir la paix par le biais des échanges culturels et d'offrir aux jeunes des opportunités de se développer personnellement, mais également professionnellement parlant. Est-ce que c'est une sorte, je vous demandais de vous rapprocher un petit peu de votre micro, s'il vous plaît, est-ce que c'est une sorte d'Erasmus, finalement, mais géré par les étudiants? Pas du tout. D'accord. Du coup, nous envoyons des étudiants à l'étranger durant l'été. Les stages sont de 6 à 12 semaines. Le but, c'est de promouvoir un des objectifs du développement durable
promu par les Nations Unies pour 2030. Ils auront l'occasion du coup de mener à bien un projet en lien avec ce SDGs dans un pays dans lequel nous sommes, puisque nous sommes présents dans plus de 120 territoires dans le monde. 126 pays, c'est ce que j'ai trouvé comme information, reconnu par l'UNESCO, 73 ans d'existence. Et pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, Léa, par exemple, est allemande et elle est allée faire du volontariat en Tanzanie. C'est ce qu'on trouve en ce moment sur votre site internet. Comment on fait pour se développer? Alors, vous n'étiez évidemment pas là et moi non plus il y a 73 ans, mais pour encore aujourd'hui être pertinent 73 ans après et être présent dans 126 pays en maintenant tout ça? Je pense que l'élément clé, du coup, c'est une bonne transmission de l'histoire et du but, de l'essence de l'ISEC. Donc, on se retourne sur des enjeux toujours politiques, économiques et sociaux, donc qui nous intéressent et qui font toujours sens aujourd'hui encore. Les idées de développement durable, de durée dans le temps, de durabilité sont toujours des enjeux qui ont intéressé avant et qui intéresseront toujours dans le futur. Donc une association d'étudiants qui envoie des gens dans des pays pour faire le bien, la paix. Quel rapport avec des choses business to business, ou B2B, dont vous êtes le responsable, Adrien Coudet-Kosanogov? Alors, je dirais qu'on a deux départements qui sont en lien avec les entreprises. Donc le premier, c'est Business Development, qui sera plus en charge des sponsors et lié au monde étudiants pour augmenter la visibilité pour les entreprises et ainsi leur faire un coup de pub également. Et mon département qui sera en lien des stages, qui a donc pour but de mettre en lien les entreprises du berceau de la ville de Genève avec les étudiants étrangers pour offrir des stages en entreprise pour une immersion professionnelle, une première immersion ou alors un cursus après les études pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou alors monter sur des jobs dans des entreprises de Genève. Et c'est donc pour ça qu'on fait des événements de networking avec la CCIG notamment. Oui, justement, on va en reparler. Mais pourquoi est-ce que je prendrais quelqu'un en stage qui vient de chez vous et pas d'une autre association, d'à côté de chez moi? Alors l'intérêt avec nous, c'est qu'on vous propose des jeunes talents en lien avec votre entreprise et les critères que vous nous soumettez via un formulaire précis. Pour que le stagiaire finalement réponde à vos besoins du mieux possible et que votre entreprise soit plus optimisée avec un stagiaire qui va se développer personnellement, mais aussi développer vos besoins de rendement et de critères. Et ainsi, ça sera des stages qui seront plus utiles pour le stagiaire, mais aussi plus utiles pour votre entreprise. Et ça sera moins difficile de trouver un stagiaire en faisant appel à nous. Pas responsable B2B pour rien. Nada Metwali, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter, quand vous avez rebondi sur pourquoi B2B alors qu'on parle de paix, je vous rappelle que la paix, c'est plusieurs composantes et que l'économie conduit aussi à une forme de paix, vu qu'en fait, on introduit beaucoup de collaboration. Et donc, on veut un avenir prospère pour les jeunes et pour les entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on a un responsable B2B dans notre association. Ce qu'on appelle poliment en anglais les core values. Alors on voit démontrer de l'intégrité, vouloir l'excellence, apprécier la participation, donc les choses participatives, le leadership, le développement durable, la diversité. Quelle association n'a pas envie de mettre ça dans ses composantes? En fait, je vous taquine, mais je me dis évidemment. Bien sûr. Je pense que c'est évident, mais souvent l'évidence a besoin d'être dite pour que ce soit... et le but, c'est nous de la promouvoir, c'est réunir des jeunes sur ces valeurs. Et donc, c'est souvent les valeurs qui nous motivent. Et donc, les mettre en avant, c'est ça qui nous démarque. C'est que nous, on met en avant ces valeurs-là, contrairement à ce que vous retrouvez dans toutes les autres associations. Bien sûr, le but est partout de se développer. Mais là, c'est ce que nous, on met en avant. C'est qu'on garantit ces objectifs. On va parler justement du côté estudiantin dans quelques instants. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Toujours avec la présidente de l'ISEC Genève, Nada Netwali, et le responsable B2B, Adrien Coudet-Kosanogov. Comment galvaniser les étudiants? C'est la question finalement que nous nous posons. Il y a un jingle là qui vient de dire Genève bouge pour la planète parce que c'est quelque chose d'essentiel pour votre association. C'est exact. On est vraiment très engagé sur cet aspect et on veut vraiment... on a agi sur deux aspects. Donc, vraiment, ce qu'on appelle la sensibilisation. On essaie de faire des événements en lien avec les SDGs. On a un événement qui s'appelle Hack for Tomorrow. SDGs Objectif du développement durable, désolé. Il n'y a pas de problème. Je fais souvent cette erreur. Où on offre l'opportunité aux étudiants d'aller visiter les ONG
Et on demande aux ONG de créer des cas pratiques en lien avec, du coup, un des objectifs du développement durable. Ça peut être le premier ou le 17e. Et ça va être le but d'y participer. Et sur un deuxième plan, on va vraiment envoyer des étudiants, comme je vous l'ai dit, à l'étranger, contribuer à un de ces objectifs, et plus de la sensibilisation, mais là, de l'action. Et comment est-ce que vous êtes retrouvés dans cette association? Parce qu'on en a parlé hors antenne, mais pas à l'antenne. Vous êtes toujours en études, vous êtes étudiantes et étudiants. Un grand mystère pour moi. Alors, Il y a de la lumière. je dirais que c'est avant tout une opportunité pour se mettre en lien avec le monde professionnel tout en restant sur le côté étudiant. Et c'est aussi vraiment un groupe qui se crée, des liens qui se font à l'université, et vraiment un moyen de sortir un peu de sa zone de confort et de faire plein de choses qui sont assez différentes du monde étudiant en général. Voilà, lui au moins il avait une réponse, Madame la Présidente. C'est un grand mystère, mais c'est surtout une superbe opportunité à l'université. C'est le moment de se développer soi-même, d'acquérir un maximum de connaissances, des connaissances externes que celles qu'on apprend en amphithéâtre durant un cours ex cathedra. Du coup, c'était l'occasion de créer son network et en même temps d'acquérir des compétences professionnelles. Compétences professionnelles, entreprise. Éric Simonin, qu'est-ce qui se passe entre le 21 et le 23 juin? Eh bien, on a le Congrès mondial des chambres de commerce, donc un grand événement international où toutes les chambres de commerce vont converger chez nous à Genève pour plusieurs jours de congrès, plus de 1500 personnes qui sont attendues. Et à cette occasion, on a une collaboration qui s'est mise en place avec l'AIESEC. C'est pas la première fois, ça fait plusieurs années qu'il y a des collaborations dans le cadre des grands événements de la chambre de commerce, que ce soit l'Assemblée générale ou le Grand Prix de l'économie. Et là, on aura donc l'aide de l'AIESEC pour toute une partie de l'accueil. Et ils auront aussi la possibilité, les étudiants, de bénéficier de ce réseau et de rencontrer les chambres de commerce du monde entier et des entrepreneurs, évidemment, qui sont au jour le jour au contact avec l'économie. Ouais, là, c'est un petit peu ce que vous nous expliquiez un petit peu plus tôt, c'est-à-dire d'aller vers les entreprises, de proposer des stagiaires, mais là, on est à un niveau un petit peu au-dessus. Alors, c'est-à-dire qu'on essaye de donner l'opportunité à nos membres de pouvoir aller y participer eux-mêmes, et on met l'accent sur le fait que proposer nos produits à quelqu'un en face est beaucoup plus efficace que d'envoyer des mails ou de passer des appels. C'est pour ça qu'on essaye de beaucoup mettre l'accent sur ces événements, et on participe, même aux plus petits d'ailleurs, on participe à tous les 7h30 et 17h30 de la chambre. Encore faut-il savoir bien se vendre, parce que je peux être le meilleur talent du monde, si je ne sais pas me vendre, c'est fait, quoi. C'est vrai, c'est pour ça qu'on essaye aussi de donner des workshops à notre association. Par exemple, Vincent Subilia qui nous en a donné un au début d'année. Qui est directeur général de la CCIG. Tout à fait, pour sensibiliser nos membres à comment agir dans les événements de networking et comment justement vendre nos produits qui sont des produits phares pour nous. Alors, Nada Metwali, pour qu'on puisse comprendre, admettons, moi je suis un étudiant à Genève, j'ai potentiellement envie de vous rejoindre, est-ce que tout le monde peut le faire et quelle place est-ce que ça prend dans mon cursus? Alors, tout le monde peut le faire si vous aviez entre 18 et 30 ans. Bah, c'était pas la peine de mettre l'accent là-dessus, merci. Tout le monde le veut. Ça vient en ajout à vos études. Ouais. Du coup, ça va dépendre de vos disponibilités. On essaye vraiment de faire au cas par cas. Après, il y a quand même une certaine exigence, du coup, un minimum requis de certaines heures à se consacrer, environ 4 heures par semaine. Après, par exemple, pour nous qui ont des postes à responsabilité, ça tourne autour de plutôt 25 heures par semaine. Mais ça s'agende très bien dans notre agenda d'étudiants. On prend pas le risque de moins bien réussir ses examens quand on consacre 25 heures par semaine à une association? Pour mon cas, je ne trouve pas. Ça a été l'occasion pour moi de mettre en pratique des connaissances que j'avais apprises en cours. Je suis en droit, pour le coup, et j'ai eu la chance de rejoindre le département finance et légalité, où j'ai eu la chance de rédiger des contrats. Du coup, quand je faisais mon cours de rédaction de contrat, c'était facile. C'était du pain béni, voilà. Du coup, voilà. C'était dans la poche. Voilà, c'était gratuit. J'ajouterais même que finalement, quand on pense qu'on n'a plus le temps, c'est justement le moment où on trouve du temps pour faire autre chose. Et c'est une forme d'optimisation au final de son temps personnel, au final qui peut nous apporter beaucoup en faisant plusieurs choses en même temps. Et c'est assez bénéfique aussi pour nos études. Oui, vous regarderez cette série sur Netflix une prochaine fois, quoi, pour dire les choses. Quelle est quand même la particularité? On est à Genève, hein, on le rappelle s'il fallait encore le faire. Quelle est la particularité de Genève et de son tissu économique, la Genève internationale? Pour une association présente dans, je le rappelle, 126 pays, il y a quelque chose d'assez unique ici. Alors, l'AIESEC à Genève est le plus grand comité de Suisse. Il y en a 7, avec Lausanne, qui est également assez grand. Le fait que l'AIESEC Genève se situe, si je puis dire, au berceau des entreprises en Suisse et aussi des organisations internationales fait qu'on se sent vraiment à notre place en tant qu'organisation internationale, et on essaye de répondre aux mêmes
aux mêmes objectifs que justement ces organisations. Et on perçoit le tissu économique comme vraiment diversifié et dynamique, avec la présence de beaucoup d'organisations, notamment la CCIG qui aide au quotidien toutes les entreprises à Genève. Et puis, vous le disiez, ces organisations internationales qui sont, je pense, extrêmement importantes quand on veut, au sens large, faire le bien. Hein. On le fait beaucoup plus facilement à travers une organisation internationale. C'est exactement ça. On se rejoint sur nos valeurs et on se veut être le pont entre le monde de Genève et le tissu économique de Genève et les étudiants. Éric Simonin. Je voulais aussi réagir par rapport à la thématique qu'on a explorée tout à l'heure, qui était celle du transport aérien et de l'aéroport de Genève, et aussi insister sur le fait que cette particularité qu'on a à Genève avec les organisations internationales qui se sont installées là tout au cours du XXe siècle, ça a été aussi possible grâce à cette infrastructure qui permet de nous connecter au monde entier. Et on voit qu'aujourd'hui, que ce soit pour le CERN, pour la Croix-Rouge, pour l'ONU évidemment, pour toutes ces organisations internationales, elles ont besoin de cette connectivité avec le monde entier. Et c'est une des raisons qui a fait que la Chambre de commerce a été à l'initiative de la création d'Aérea Plus, donc cette association qui défend le transport aérien. Comme quoi, on se retrouve, hein, c'est magnifique tout ça. Vous êtes, je le rappelle, Nada Metwali, présidente de l'AIESEC Genève, et vous êtes Adrien Coudray-Kosonogoff, le responsable B2B, intégrité, excellence, participation, développement durable, leadership, diversité. Il y a tout ça et bien d'autres choses dans cette très belle association. Et je le redis encore une fois, reconnu par l'UNESCO, ce qui est quand même pas rien. Hein. C'est un rôle important à endosser quand même. Je vais terminer avec ça pour vous deux et les autres. Alors, l'AIESEC a effectivement le statut consultatif à l'UNESCO et travaille... moi, je l'ai pas. Hein. Et travaille en lien avec l'ONU. C'est une forme de responsabilité en plus d'endosser un rôle pareil, également parce qu'on sait que ça peut nous ouvrir énormément d'opportunités. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous, en tant qu'étudiants, en tant que non-étudiants, même juste jeunes au final. Et on sait que ça fera partie de notre futur également, et que ça peut nous forger dans notre futur. C'est une grande porte vers l'avenir. C'est ça, c'est une grande porte vers l'avenir. Si je peux rajouter juste quelque chose... Et ce sera le mot de la fin. Et pour conclure, on dit souvent que c'est aux étudiants que l'avenir appartient, ou en tout cas de forger l'avenir. À l'AIESEC, on pense aussi et surtout que c'est les entrepreneurs qui sont au sein de la formation de ces futurs talents. Et c'est aussi à eux de répondre aux besoins de la société actuelle. Et c'est pour ça qu'on propose des produits comme des stages. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. C'est bien mieux que la conclusion que j'avais prévue. Merci beaucoup d'être venu nous voir tous les deux. Merci de l'invitation. Merci pour l'invitation. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, les podcasts audio radiolac.ch. Pour la vidéo, onetv.ch. Merci à Noah Sherman pour la réalisation sans faille, comme chaque semaine. Nicolas Granger pour la préparation, tout aussi sans faille. À la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.